Il y a quelques jours, le représentant de Daesh a expliqué que Paris serait la capitale de l'État islamique. Et quand le journaliste lui demande « mais quand est-ce que cet événement aura lieu ?», il répond « quand nous serons majoritaires ». Ce sont les joies de la démocratie. Alors, derrière ces rodomontades et derrière ces affirmations, que certains qualifieront de provocation, de provocation à la haine, de provocation terroriste à la haine, car je rappelle que l'État islamique est déclaré comme groupe terroriste, même si c'est quand même un État et un État islamique, eh bien, derrière ces rodomontades, il y a une réalité, c'est la crise économique. Nous dépensons plusieurs milliards par jour pour maintenir l'économie à flot. Cet argent vient de la Banque centrale européenne ou des banques centrales américaines, de toutes les banques centrales du monde en réalité, ce qui va créer à terme naturellement une inflation, une hyperinflation, et demain Paris sera à feu et à sang naturellement. Les métrosexuels sur leur trottinette électrique qui mangent du soja sans gluten vont devoir réviser quelque peu leur comportement, ils vont devoir annuler leur rendez-vous pour se faire blanchir l'anus, hein. Là ça va, le bilan carbone sera mauvais une fois que Paris sera entièrement brûlé. Je pense que les objectifs de la COP21 ne seront pas atteints. Donc les petits véganes qui votent Anne Hidalgo ont du souci à se faire, hein. Ils vont devoir changer d'attitude et choisir leur camp. Le camp, c'est le camp naturellement des ancêtres, du salafisme. Salaf en arabe ça veut dire ancêtre. Donc soit les salafistes d'un côté, soit Charles Martel de l'autre, hein. C'est soit Mahomet, soit Charles Martel. Il va falloir choisir son camp. Alors tout cela n'est pas réjouissant, naturellement, on se réjouit pas de cette situation, mais c'est la conséquence de la crise provoquée par nos responsables politiques. Ces mêmes responsables politiques qui nous disent bah, faites-nous confiance, hein, faites-nous confiance, nous allons empêcher toute forme de terrorisme et toute forme de violence de s'installer dans notre pays. Ce sont les mêmes hommes politiques qui en 1939-1940 en France ont expliqué, et qui étaient l'élite de l'élite, hein, l'élite de Saint-Cyr, l'élite de Polytechnique, l'élite de toutes les grandes écoles françaises, qu'on gagnerait la guerre contre Hitler parce qu'on est les plus forts. Ce sont les mêmes élites qui, en 1962, notamment avec le général de Gaulle à leur tête, qui ont, une fois que l'armée française a vaincu le FLN, eh bien, a désarmé les pieds noirs et a donné l'Algérie au FLN. Ce qui est un cas assez unique dans l'histoire, un cas assez unique de trahison. Je fais une petite parenthèse, lorsque l'on entend Éric Zemmour vanter les mérites du général de Gaulle, du grand de Gaulle, il oublie cet événement, hein. Effectivement, les gens du FN ont égorgé les pieds noirs parce que De Gaulle les a désarmés. Et De Gaulle a donné l'Algérie au FLN qui avait pourtant perdu la guerre, au lieu de faire une démocratie, de faire de l'Algérie une démocratie avec un scrutin à la proportionnelle, hein, comme dans tous les pays, on va dire, où il y a différentes communautés. En Algérie, à l'époque, il y avait une communauté juive, une communauté européenne, une communauté kabyle, berbère, et bien sûr une communauté arabe. On pouvait très bien faire une démocratie avec un scrutin à la proportionnelle intégrale, ce que De Gaulle n'a pas fait, hein. De Gaulle qui lui-même également, en 1944, avait donné l'éducation nationale au Parti communiste. L'éducation nationale au Parti communiste, cher Éric Zemmour, hein. Donc l'écroulement intellectuel et on va dire spirituel et identitaire français, on le doit très largement au traître Charles de Gaulle, hein, 1944-1962, je ferme cette parenthèse. Donc la solution face aux événements qui vont avoir lieu, eh bien c'est pas le mariage pour tous, c'est un fusil d'assaut pour tous, c'est le sujet de cette vidéo, c'est parti. Alors vous allez me dire, un fusil d'assaut pour tous, c'est bien gentil, mais la loi, eh bien la loi, sachez qu'elle n'est faite que pour les esclaves, hein. Les hommes libres ne respectent pas la loi. En ce sens, les hommes politiques, les gangsters ou les djihadistes sont des hommes libres. Ils respectent leur propre loi, leur propre éthique, on va dire. En ce qui concerne nos gouvernants, leur religion, c'est celle du Grand Orient de France, hein, c'est celle de la laïcité, c'est-à-dire qui n'est que le cache-sexe de l'athéisme. En fait, ce sont des athées, et l'athéisme, ça veut dire Dieu n'existe pas.
et puisque Dieu n'existe pas, ces braves gens pensent qu'il faut donc jouir sans entrave. C'est cela qui guide leurs principes. Les gouvernements violent leurs propres lois, violent leurs propres traités, violent leurs propres conventions. Tous les gouvernements du monde, qu'ils soient démocratiques ou qu'ils soient totalitaires. Parce que, fondamentalement, les hommes politiques, comme les gangsters, et c'est une forme de gangstérisme en col blanc, suivent leurs propres règles, en réalité. Les lois ne sont faites que pour les esclaves. Les lois ne sont faites que pour les esclaves. Les hommes libres ne respectent pas la loi. Alors on peut être libre et honnête, et moi, en l'occurrence, je respecte l'éthique de la liberté qui dit fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui, ce qui signifie liberté d'expression sans limite, mais aussi liberté de se défendre sans limite, ce qui naturellement est aujourd'hui contraire à la loi. Vous n'avez pas le droit de vous défendre, vous devez faire appel à la police ou à la justice qui naturellement en a rien à foutre et qui n'a pas les moyens véritablement d'écraser le crime, puisqu'elle est dirigée par des hommes politiques qui sont eux-mêmes des criminels, eux-mêmes une forme de criminalité. Et toutes les lois en général sont faites pour protéger davantage les criminels que les simples citoyens. Donc, l'aspect légal, est-il légal de détenir et d'utiliser un fusil d'assaut? Eh bien, cet aspect doit être totalement balayé. Ce qui est important, c'est de gagner la guerre et de se donner les moyens de gagner cette guerre qui est une guerre totale. Alors, dites-vous bien que lorsque je dis un fusil d'assaut pour tous, pour toutes les personnes qui sont en volonté et en mesure de pouvoir détenir et utiliser un fusil d'assaut, c'est-à-dire qu'ils sont capables de mener un combat. Et dans un combat, ça peut vouloir dire tuer des adversaires, tuer des ennemis, mais ça peut vouloir dire aussi se faire tuer, ou être gravement blessé. Donc il faut être en capacité de cela, donc un fusil d'assaut pour tous ceux qui sont dans cette capacité de combat, ce qui n'est pas la totalité de la population. Dans la société spartiate de l'Antiquité, eh bien, les hoplites ne représentaient que 10% de la population. 90% des lacédémoniens étaient des périèques ou étaient des ilotes, des esclaves ou des hommes libres non armés. Les personnes capables effectivement de se battre et de monter au combat ne représentaient que 10% de la population. Et dans nos sociétés modernes, si on trouve 10% de la population capable de se battre, je pense que c'est très largement, ça serait extraordinaire. Je pense que même qu'on n'y arriverait pas. Mais lorsque je dis un fusil d'assaut pour toutes les personnes naturellement qui sont en capacité de le faire, c'est extrêmement important. Historiquement, il faut savoir que nous n'avons pas besoin, outre mesure, des États pour nous défendre, et qu'au contraire les États ont été davantage répressifs qu'autre chose. Je prends l'exemple notamment de la Seconde Guerre mondiale, des pays comme la Grèce, l'Albanie, la Yougoslavie, mais aussi la Corse, se sont libérés de l'occupation allemande et italienne sans avoir recours aux armées et sans avoir eu l'assistance directe des armées soviétiques ou américaines ou anglaises. Ils se sont libérés en utilisant des fusils, en utilisant des mitraillettes. Le fusil d'assaut moderne AR-15 ou AK-47 Kalachnikov n'est que la fusion des armes de la Seconde Guerre mondiale. C'est la fusion de la mitraillette et du fusil. L'avantage du fusil, c'est sa précision et sa puissance à relativement longue distance, et l'avantage de la mitraillette, c'est sa cadence de tir, le fusil d'assaut étant la combinaison de ces deux avantages et l'élimination des deux inconvénients. L'inconvénient de la mitraillette, c'est l'imprécision, et l'inconvénient du fusil d'assaut, c'est sa faible cadence du fusil classique, c'est sa faible cadence de tir. Donc le fusil d'assaut combine les deux, et aujourd'hui une personne effectivement armée d'un fusil d'assaut est capable de tuer un grand nombre d'adversaires. L'un des arguments contre le fusil d'assaut pour tous, c'est les massacres perpétrés dans des écoles ou dans des universités. Il y en a eu un certain nombre aux États-Unis, en Europe aussi, mais aussi on a vu cela en Nouvelle-Zélande assez récemment. Alors il faut savoir que sur les centaines de millions de fusils d'assaut en circulation, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou ailleurs, il y a relativement peu d'attentats de ce type. Il représente une part très très marginale, et de la même manière, l'argument qui consiste à dire on ne va pas remigrer, on est contre la remigration et on est contre on est contre le frein à l'invasion de l'Occident, parce que l'argument terroriste, il n'y a pas suffisamment d'attentats en réalité pour poser un problème de masse. Cet argument se pose aussi également pour les fusils d'assaut. Il n'y a pas suffisamment, entre guillemets, naturellement à chaque fois c'est horrible, de massacres perpétrés pour remettre en cause définitivement ce type d'armement qui
est la garantie suprême de l'indépendance de nos populations et de notre liberté. Le fusil d'assaut, c'est fondamentalement la liberté. Une population armée entièrement de fusil d'assaut ne peut pas subir l'invasion étrangère, ne peut pas subir non plus la répression de son gouvernement. Et on l'a vu dans la période récente, notamment lors de la guerre du Vietnam, comment des paysans pieds nus armés d'AK-47 ont vaincu l'armée américaine. Nous l'avons vu également lors de la guerre en Afghanistan dans les années 80, où les Afghans ont vaincu l'armée soviétique. Et puis nous le voyons actuellement, par exemple au Yémen, les Yéménites sont ont gagné la guerre contre la coalition menée par l'Arabie Saoudite, les États-Unis, le Pakistan, l'Égypte. Ils ont, avec de simples AK-47, ils ont, mais répandu très largement dans la population, ils ont gagné la guerre. Ils ont gagné la guerre au Yémen. Donc nous voyons très bien que dans ces guerres asymétriques, combien le fusil d'assaut permet à la fois de se protéger de nos propres gouvernements et de se protéger également des invasions ou d'invasions étrangères. Mais pour cela, effectivement, il faut être armé d'abord intellectuellement. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à consulter et à lire l'excellent livre Sparte de Nicolas Richer. C'est très intéressant d'analyser cette société spartiate qui a perduré pendant 700 ans, ce qui est le record de pérennité pour un régime politique sous l'Antiquité. Donc c'est assez remarquable. Je vous invite bien sûr à lire aussi, lire ou à relire Demain l'âge d'or, qui est mon essai, Chronique de la Reconquête, ou première édition complète, disponible sur Amazon principalement. Donc vous avez là des armes intellectuelles, parce qu'avant effectivement de passer à l'armement physique, il faut être armé intellectuellement, il faut savoir pourquoi on se bat, et quel est l'objectif, quel est le véritable objectif identitaire, et pourquoi choisir son camp, pourquoi on va devoir, et de toute façon tout le monde va d'ici quelques mois, d'ici quelques années, devoir choisir entre le camp, les ancêtres salafistes d'Arabie, ou bien nos ancêtres francs. Voilà, il va falloir choisir son camp. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.